Bonjour Patrick Brauzek. Bonjour Catherine Tricot. Merci de nous recevoir. Vous venez d'annoncer que vous allez quitter le territoire de Plaine Commune, vous allez renoncer à vos mandats. On avait donc envie de vous interroger. Alors pourquoi? Je dirais que pour moi en tout cas, et peut-être pour d'autres, vous avez été quelqu'un qui a représenté, incarné la banlieue parisienne, de celle de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, comme Henri Sellier probablement a pu représenter cette banlieue en construction au début du XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez embrassé à la fois une dimension territoriale, une dimension locale et une dimension politique. Donc c'est un peu sur ces trois aspects que j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de discuter. Vous allez terminer votre mandat donc d'ici quelques semaines et donc ça peut être l'occasion de regarder au fond ces 30 ans que vous venez de passer puisque vous avez été élu maire en 1991, maire de Saint-Denis, et donc regarder un peu ces 30 ans à l'aune de vos rêves, de vos espoirs, de vos objectifs, de la réalité, comment vous pensez avoir réussi, parfois pas, et sur quoi, à la fois pour le territoire de Plaine Commune et pour votre idéal politique, puisque votre engagement est communiste. Voilà. Donc, si vous voulez bien, c'est la première chose que j'avais envie de vous... Vous avez émergé sur la scène nationale, vous avez été connu de tous par la décision que vous avez prise dès votre élection en tant que maire ou dans les toutes premiers mois, d'accepter le Stade de France sur le territoire de la Plaine. Ce n'était pas la décision de votre prédécesseur. Vous, d'une certaine manière, vous vous êtes mis en rupture en ayant donc un projet pour ce territoire qui s'est incarné par cette réalisation et d'autres qui l'ont accompagné. Ça a été d'une certaine manière, ça a signé la renaissance de ce territoire de la Plaine qui était la plus grande friche industrielle d'Europe jusqu'à sa transformation. Donc c'est de cela que j'aimerais qu'on puisse parler d'abord, finalement. Comment jugez-vous l'évolution de ce territoire? Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête? Est-ce que c'est ce que vous vouliez réaliser? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Bien. D'abord, rendons à César ce qui appartient un peu à César, parce que même si mon prédécesseur, Marcel Berthelot, était contre le Stade de France, enfin le Grand Stade à l'époque, à Saint-Denis, néanmoins, il avait créé toutes les conditions pour qu'on puisse l'accepter. Parce que ce n'est pas le Grand Stade lui-même qui a été à l'initiative ou à l'origine de la transformation urbaine de ce territoire. C'est la décision qu'il a prise avec Jacques Rallit et Paulette Faust, quand ils ont... la maire de Saint-Ouen à l'époque. Oui, qui était la maire de Saint-Ouen à l'époque, et Jacques Rallit le maire d'Aubervilliers, quand ils ont constitué un syndicat intercommunal qui s'appelait justement la Plaine Renaissance, et qui avait pour vocation de tourner la page industrielle. Pour trois élus communistes comme eux, c'était assez douloureux de dire cette terre-là est finie. Il faut commencer notre histoire. Et c'est à partir de là qu'on a travaillé sur un projet urbain avec un grand nombre d'architectes. À l'époque, j'étais président du groupe communiste, donc j'étais particulièrement associé à la réflexion de Marcelin Berthelot, Jacques Rallit et de Paulette Faust. On a travaillé avec Pierre Éboulet, avec Yves Lion, avec Philippe Robert, avec Michel Corajou, avec Christian de Villers, qui ont d'abord travaillé chacun dans leur coin, et puis ensuite ils ont créé Hippodamos 93, et c'est eux qui ont proposé un projet urbain sur l'ensemble du sud de ce territoire. Et ça a été vraiment l'ossature du travail qui a pu être mené depuis l'arrivée du Stade de France. Alors évidemment, on avait un beau projet urbain, on n'avait pas de sous. Et quand je deviens maire en 1991, la question est de savoir comment on peut réaliser ce projet, comment on peut le mettre en œuvre. Je me souviens d'une réunion avec Pierre Bérégovoy, un rendez-vous avec Pierre Bérégovoy, avec Jacques Rallit. On avait demandé à être reçu par le Premier ministre. Et on y va en juillet 92, donc quelques mois avant le retour de la droite au pouvoir, en 93, en mars, et puis le suicide de Pierre Bérégovoy le 1er mai 93. Et là, on lui propose, ce qui finalement a été concrétisé plusieurs années après, avec les contrats de développement territorial, on propose à Pierre Bérégovoy un copilotage entre les collectivités locales et l'État. Parce qu'on a l'intuition que le devenir de ce territoire, bien sûr, il a un caractère local, mais qu'il y a des données au moins régionales, si ce n'est nationales.
et qu'il faut les prendre en considération. Bon, on n'est pas très très entendu et on s'en bat avec Ralit après avoir pleuré sur la chute du mur. Et j'étais surpris de voir que Bérégovoy pleurait autant. Et puis arrive effectivement cette proposition d'installer le Stade de France, là, juste en face de mon bureau. On le fait avec certaines conditions. C'est-à-dire que moi, je réunis tout de suite les architectes avec qui on avait travaillé et on fait une liste de conditions qui nous semblent absolument indispensables pour accepter qu'une sorte de soucoupe volante, d'OVNI, arrive sur le territoire. C'est la couverture de l'autoroute, c'est les gares du RER B et D, c'est le prolongement du métro jusqu'à l'université de Saint-Denis, alors que ça n'a rien à voir. C'est la réalisation d'espaces publics, de mailles suffisamment généreux pour qu'on puisse bien circuler. C'est surtout ne pas avoir une marée de parking autour du Stade de France, etc., etc. Et on propose à M. Balladur, le nouveau Premier ministre, ces conditions et il les accepte. Et c'est à partir de là que l'histoire commence, finalement, de renouveau, de renaissance de ce territoire. Dans la foulée, on crée Plaine Commune, après la Coupe du Monde. C'est-à-dire le 12 juillet 1998, c'est la finale, la victoire des Black Bombers. Le 13 juillet, je pense qu'on doit se reposer. Le 14 juillet, c'est un jour férié. Mais je pense que dès le 15 juillet, on commence à réfléchir, à savoir, est-ce que l'on reste confiné dans les 3 villes qui constituait la Plaine Renaissance, ou bien est-ce qu'on a un projet plus large en y impliquant l'ensemble des villes de l'arrondissement de Saint-Denis. Et c'est le choix que l'on fait. Et là, je prends mon bâton de pèlerin, je vais voir tous les maires de l'arrondissement de Saint-Denis, et on décide de travailler sur une charte d'aménagement et de développement. Cette charte d'aménagement et de développement, on va la travailler pendant près d'1 an. Elle va être validée par tous les conseils municipaux, les 10 villes qui constituent l'arrondissement de Saint-Denis, alors les 9 villes de Plaine Commune aujourd'hui, plus Pantin, mais qui est parti ensuite à Est ensemble. On demande au préfet de se constituer en communauté de communes et on crée, le 1er janvier 2000, la première véritable intercommunalité d'Île-de-France. Très rapidement, on passe d'ailleurs en communauté d'agglomération, on part à 5, et puis Aubervilliers, Pierrefitte, Villetaneuse, Saint-Denis, Épinay. Alors, est-ce qu'on peut, avant de poursuivre le fil du temps, revenir sur 2-3 petites choses? La première chose qui me semble intéressante, c'est ce que vous avez dit, on a posé des conditions, et les conditions que vous avez énoncées, en fait, sont des conditions de desserte, d'espace public, d'inclusion urbaine. Voilà, d'inclusion urbaine, ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'y aura pas de nappe de parking autour du stade, donc le stade sera le plus intégré possible dans le tissu urbain. Finalement, cette approche-là, comment vous l'intégrez dans votre logiciel politique? Qu'est-ce qui fait que que vous posez cette question-là et non pas des questions qui pourraient être plus traditionnelles de retombées financières directes sur le territoire? Comment ça se fait que, venant d'une culture qui n'est pas tellement rompue finalement aux problèmes urbains, vous l'abordez de cette manière? Parce que moi je deviens conseiller municipal en 1983, donc président du groupe communiste, et le début de l'histoire, 1985, où on commence à travailler avec des architectes et des urbanistes, c'est le début de mon histoire politique aussi. Et j'ai la conviction que la ville, elle se transformera par l'urbain, par la façon dont on la construira. Et pas simplement parce qu'on aura des rentrées d'argent ou des mannes financières ou qu'on ira tendre la main à l'État bienfaiteur pour nous sortir du marasme dans lequel on est. En gros, on prend notre destin en main. Et on était assez convaincus, Marcelin, Didier Paillard, moi-même, et mon directeur général des services, enfin le directeur général des services de la mairie de Saint-Denis à l'époque, Jacques Marceau, que c'était par cette transformation du territoire que finalement on arriverait à nous en sortir, qu'on sortirait des difficultés dans lesquelles on était, de ces friches industrielles, il y avait 700 hectares de friches. La plus grande friche d'Europe, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais finalement, les habitants là-dedans, ils sont où? C'est-à-dire dans votre projet, c'est pour les habitants. De quelle manière ils participent à cet objectif? Enfin, en quoi vous le faites pour eux? Comment vous voyez cette articulation entre un projet qui est pour les habitants et cette transformation du territoire? Alors,
Les habitants, on les associe dès le départ au projet. On a, dès 86, je crois que les premières assises de la plaine ont eu lieu en 1986, aux magasins généraux. Il y avait au moins 400 ou 500 personnes qui participent effectivement à ces assises de la plaine, où on met en débat le début du travail des architectes et des urbanistes. Et tout au long du travail des urbanistes et architectes, jusqu'à la production de leur travail, on a ces allers-retours avec la population. Mais pas qu'avec la population. Ce que je voulais vous dire, c'est que la population ici, c'est un territoire vide, en fait, puisque c'est un territoire industriel. Donc elle n'est pas complètement vide parce qu'il y a une partie de la plaine qui est habitée, mais c'est largement vide. Donc, mais c'est la population de Saint-Denis. Enfin, au-delà, c'est le Gué-Logis qui se trouve juste à côté du Stade de France, le fameux Gué-Logis. Et puis c'est l'ensemble des associations qui veulent en être. Et de la même façon, quand la décision du Stade de France est prise, la construction du Grand Stade à l'époque, on crée tout de suite un comité de suivi, constitué de tous ceux qui veulent participer à l'aventure de ce stade et la façon dont il va effectivement s'intégrer dans le paysage. On avait à la fois des associations d'environnement, des associations de locataires, on avait Robin des Bois, qui avait découvert le bourdon des buissons, espèce rare qu'il a fallu préserver, protéger. Voilà, donc ce travail-là, on l'a fait dès 85 avec la population. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que les quelques rares entreprises qui restaient sur le territoire, on a décidé aussi de les mettre dans le jeu. Et quand on crée, avec un chef d'entreprise qui a été sur le territoire, qui est encore sur le territoire, l'entreprise Dubrac, quand on crée avec Francis Dubrac Saint-Denis Promotion, avec 12 entreprises et la municipalité de Saint-Denis, c'est aussi avec cette volonté d'associer les entreprises et leurs salariés au devenir de ce territoire. Et aujourd'hui, Pleine Commune Promotion, puisque Saint-Denis Promotion s'est transformé en Pleine Commune Promotion, est composée de près de 400 entreprises, les lycées professionnels, les lycées, les universités, de façon à ce que l'ensemble de tous ces partenaires participent au devenir de ce territoire. Et c'est là où je pense que l'on gagne beaucoup de confiance de la part des gens, de la population, des salariés, des entreprises. Et c'est ce qui fait sans doute que les conditions que l'on a posées, non seulement vont être acceptées, mais elles vont être réalisées. C'était la grande crainte de mon prédécesseur, qui m'avait fait une belle lettre où il m'avait dit tout ça. Rappelle-toi de la chanson de Dalida, Parole, parole. Et moi, je lui avais répondu dans une belle lettre aussi. Eh bien, moi, je te répondrai, comme Mireille Mathieu, oui, je crois. Donc, c'était un haut niveau. Vous avez donc d'une certaine manière essayé de créer avec les habitants, les salariés, les entreprises un rapport de force pour que ça soit effectif. Alors, ce qui est troublant aujourd'hui encore, on le voit, Saint-Denis est une vieille ville. Donc, tout le monde sait que ça a été une ville historique pour la royauté. Les rois de France sont enterrés donc à la basilique Saint-Denis. C'est une ville très importante dans l'histoire même de l'architecture gothique, par exemple, puisque c'est là que naît l'architecture gothique. C'est la première cathédrale gothique. Donc c'est une ville ancienne, c'est une ville qui était fortifiée jusqu'à la fin du 19e, et donc elle a un tissu ancien, et puis d'un seul coup va émerger ce territoire tout neuf. Alors comment vous allez faire comment vous avez pensé le fait qu'on n'ait pas deux villes, et est-ce que ça a marché ? Ça c'est ma première question, puis je vous dirai la deuxième après. Est-ce que ça match ? Est-ce que les deux, cette ville ancienne très très lointaine dans l'histoire de France est très importante, et la ville neuve, est-ce que ça se rencontre ? D'abord, il y a eu une ou deux étapes avant. Parce qu'entre la ville fortifiée et la ville ancienne dont vous parlez, il y a eu toutes les cités des années 60-70. Les cités de l'Est, Floréal, La Courtille, La Saussaye, Allende, Franmoisin. Donc toutes ces cités qui se sont constituées autour. Donc ça, c'est une première étape. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on s'interroge rarement sur comment la greffe a été faite entre ces cités et le centre historique de Saint-Denis. On se la pose beaucoup plus sur ce qui a été réalisé depuis les années 2000 qu'avant les années 2000, dans ces années 70, de 60 à 80. Alors la greffe, elle se fait et elle ne se fait pas. Enfin, elle se fait dans le sens où il n'y a pas de rejet, au contraire, il y a une appropriation de l'équipement Grand Stade et du quartier environnant par l'ensemble de la population. De Saint-Denis historique. De Saint-Denis historique.
Il y a quand même des coupures urbaines très fortes, parce que c'est la ville fortifiée, mais c'est aussi le réseau ferroviaire, c'est aussi le canal, c'est aussi 2 autoroutes, la 1, la 86. Donc des fractures urbaines qui coupent la ville de toute manière, d'une manière physique. La porte de Paris est encore aujourd'hui un obstacle, et tant qu'on n'aura pas regagné les bretelles, les fameuses bretelles, c'est la dernière chose qu'on n'a pas encore obtenue de l'État, c'est les bretelles, mais ça va se faire dans le cadre des Jeux Olympiques avec l'échangeur complet sur Pleyel. Tant qu'on n'aura pas créé une urbanisation qui permette le lien entre le centre-ville historique et le quartier de la Plaine, il y aura cette coupure physique. Mais la coupure sociale ou sociologique, elle n'existe pas. Et puisque vous me demandiez quelles étaient, ce que j'en tirais un peu comme leçons, quelles étaient les leçons que je tirais de cette période. Ce qui était important pour nous, et ça c'était le défi auquel on était confrontés, c'était que l'arrivée de ce stade ne gentrifie pas ce territoire, n'exclut pas des populations qui sont aujourd'hui en difficulté et qu'elles y trouvent leur place. Et ça c'est un pari gagné. C'est-à-dire que les populations qui étaient sur la plaine, celles qui ont voulu rester, elles sont encore sur la plaine. Il suffit d'aller voir la sortie des écoles à la plaine aujourd'hui pour s'apercevoir qu'on est assez loin d'une gentrification possible. Est-ce que vous aviez le rêve, alors vous allez me dire non parce que ma question va être un peu gros sabot, mais est-ce que vous aviez le rêve que le développement de la plaine retombe un peu sur la ville de Saint-Denis même, c'est-à-dire au fond, est-ce que ça ruisselle sur la ville de Saint-Denis et sur ses habitants? Bien sûr. On avait le rêve, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le rêve est passé dans une réalité. Alors, pas forcément au centre de Saint-Denis, mais ce qui est intéressant de voir de ce qui se passe aujourd'hui. Engie, ex-Gaz de France, est obligée de partir puisque sur son site va être construit le centre aquatique olympique. Et ce qui était important pour nous, c'est qu'elle reste sur le territoire et elle s'installe à Stains. Un certain nombre d'entreprises qui sont impactées par le village olympique sur le quartier, dans le vieux Saint-Ouen, enfin le quartier Saint-Ouen du village olympique, viennent s'installer aussi à Stains, à Épinay. Donc on a là, finalement, le pari qu'on avait fait en créant Plaine Commune, en se disant, bien sûr c'est le sud qui va se développer, et tant qu'on n'aura pas un moyen de transport opérationnel dans le nord du territoire, ça sera très très difficile de le développer. On a l'arrivée de l'ancienne tangentielle nord, le T11, entre Épinay et Le Bourget. Et ça a tout changé. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de promoteurs, d'investisseurs, d'entreprises qui font le pari de venir s'installer sur ce nord du territoire. Ça a été une grande satisfaction pour nous de voir qu'Engie restait sur ce territoire historique. Ici même, là où on est, c'était des terrains dont la concession Gaz de Paris d'époque, Gaz de France ensuite. Et de voir aussi la Fondation Total, par exemple, venir s'installer là aussi à Stains, à côté d'Engie. Donc ce ruissellement dont vous parlez, c'est un ruissellement qui a pris du temps, l'aménagement ne va pas se faire. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça ne s'est pas fait seulement sur Saint-Denis, ça s'est fait sur le territoire. Ah oui. C'était aussi l'objectif que nous avions, c'était de faire en sorte que ça soit l'ensemble du territoire qui bénéficie de cette dynamique. Et pas simplement par du ruissellement qui, petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, on n'en voit pas trop les effets. C'était le débat que j'ai eu d'ailleurs avec Christian Blanc au moment du débat que nous avons eu avec lui sur le contrat de développement territorial. Au départ, il n'était pas venu me présenter un contrat de développement territorial, il était venu me proposer un cluster des industries de la création, et en créant un établissement public. Et quand il me demande si je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec cluster, je ne suis pas d'accord avec industrie, je ne suis pas d'accord avec l'établissement public. On me dit, on n'a plus rien à dire, je dis non, on va continuer, le contraire. Pas de cluster, pourquoi ? Parce que le cluster induisait une centralité très forte, et une seule centralité. Et comme on était dans le débat sur la métropole du Grand Paris, et que nous récusions l'idée d'une seule centralité, et que nous étions sur la pluricentralité, et le fait que les banlieues elles-mêmes, un territoire comme le nôtre, était une centralité,
on s'appliquait un peu les mêmes règles à notre territoire. Il y a d'autres centralités que Pleyel, parce que c'était autour de Pleyel, autour de la gare, du Grand Paris Express Pleyel, qui voyait ce cluster s'articuler. Donc on s'est mis d'accord pour dire que ça ne pouvait pas être un cluster. Ça pouvait être un territoire de la création, mais pas un cluster. Et puis, les industries, il était focalisé sur la télévision, le cinéma. C'est vrai qu'on a énormément d'industries liées au cinéma et à la télévision, le numérique. Mais là, je lui ai dit, il y a plein d'autres expressions artistiques, culturelles qui existent sur ce territoire et qui sont très fortes. On a 2 centres dramatiques nationaux, on a Fratellini, on a Zingaro, on a des centaines d'artistes et d'artisans qui chaque jour produisent des choses exceptionnelles sur ce territoire. C'est tout ça qu'il faut mettre en valeur. Et puis l'établissement public, je lui ai dit non, et moi ce que je te propose, c'est ce que j'ai proposé à Bérégovoy avec Ralit il y a 20 ans, enfin pour 20 ans, ça faisait 14 ans à l'époque, faisons un contrat d'objectifs entre l'État et nous. Un objectif partagé, vous vous engagez sur certaines choses, vous c'est sur les transports, nous on s'engage sur le nombre de logements, voilà. Et c'est comme ça qu'est né le CDT. On était un peu fiers d'avoir donné cette idée de contrat de développement territorial qui a ensuite irrigué d'ailleurs l'ensemble de la région Île-de-France. C'est donc ça qui a été le moteur. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on voit que le pari qu'on s'était donné un peu en se disant une fois qu'on aura aménagé le Sud, on sera bien content d'avoir des territoires au Nord. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que sur certains territoires, on a pris du retard. Je pense à la zone des Tartres, cette zone qui est à cheval entre Pierrefitte, Stains et Saint-Denis. Et ça fait longtemps que c'est un projet. Mes prédécesseurs en Amérique de Saint-Denis, de Pierrefitte et de Stains, ils avaient imaginé, il y a plus de 30 ans maintenant, qu'on allait enfin partir à démarrer ce projet d'aménagement. Ils n'étaient toujours pas partis à la fin de leur mandat et il a fallu même attendre encore un temps. Et là, on est sur l'aménagement du Nord, on est dans une autre réflexion sur l'évolution de la ville. Et on n'aménagera pas le nord du territoire de la même façon qu'on l'a fait au Sud. On est obligé de tenir compte Qu'est-ce que c'est que les inflexions que vous pensez nécessaires? Les exigences climatiques, environnementales, la présence de l'eau, la présence d'espaces verts beaucoup plus importants. On ne refera pas le centre-ville de Saint-Denis, pour être très clair. Il est très ancien, de toute façon, le centre-ville de Saint-Denis. Non, ce que vous voulez dire, l'aménagement des années 60-70 Des années 60-70. Et ça, finalement, c'est la chance du nord de ce territoire, d'avoir pris finalement suffisamment de retard, et donc d'avoir le recul nécessaire et le fait qu'on est devant des défis qui dépassent les défis simplement de construction et d'aménagement et de satisfaire des besoins de logement, mais aussi d'intégrer les défis climatiques, environnementaux, énergétiques, etc. J'entends dans ce que vous dites que donc, vous êtes plutôt satisfait des initiatives que vous avez prises qui ont débouché, aussi bien en termes d'aménagement que d'innovation sur la manière de le faire, donc ce que vous venez de nous raconter. Comment vous ressentez la situation globale de ce territoire, c'est-à-dire est-ce que vous avez l'impression qu'il est sur une trajectoire satisfaisante ou que finalement il reste encore marqué par des stigmates de la relégation? Est-ce que vous dites l'impulsion elle est définitive ou parce que c'est quand même un territoire qui est un territoire de gens qui sont souvent assez pauvres financièrement, sur tous les points, mais en tout cas en général qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis des équipements publics, des besoins sociaux qui peinent à trouver solution. Donc au fond, comment vous appréciez la dynamique en cours? Je ne vous demande pas simplement à l'instant T, vous allez me dire ce que tout le monde sait, que vous n'avez pas l'égalité auquel vous auriez droit du point de vue. Mais ce dont je parle, c'est de la dynamique d'une façon générale. Non, je pense que l'impulsion, elle est définitive. On est aujourd'hui le 3e, voire peut-être même maintenant le 2e territoire qui accueille des entreprises juste après la Défense, puisque Paris voit beaucoup d'entreprises partir. Ce qui est important pour nous, c'est que cette impulsion, elle ne chasse pas les populations. Et oui, on est dans un territoire plein de contradictions, mais comme dirait Guy Morin, notre époque, elle est contradictoire, complexe et incertaine. Je pense qu'on est vraiment au cœur de ces enjeux de société que décrit Morin. On est dans un territoire complexe, avec
l'arrivée de ces grandes entreprises, et puis la situation sociale de certaines personnes qui, comme vous le disiez, vivent aujourd'hui très difficilement. Elles vivent très difficilement, mais elles vivent toujours avec l'espoir, parce qu'elles voient que ce territoire se transforme, que ça sera aussi un moment pour eux. Vous avez l'impression que cet écart, parce que toutes ces grandes entreprises, finalement, elles sont arrivées souvent avec leurs salariés. Ouais, on n'aura pas demandé de licencier pour embaucher nos... Évidemment, non, mais ça me paraît une évidence. C'est pas évident pour tout le monde. Ah oui. Mais du coup, est-ce que c'est pas un miroir au loin pour les habitants? Est-ce que c'est pas quelque chose... C'est sans doute un miroir. Enfin, il n'est pas, je sais pas si... Il n'est pas aux Alouettes. Il est peut-être un peu lointain. Encore que, Generali, quand l'entreprise arrive en 2001, il y a 3% de salariés qui habitent le territoire. Aujourd'hui, il y a entre 15 et 16% de salariés qui habitent le territoire. Avec un double mouvement, c'est-à-dire des salariés qui sont venus s'installer et puis des gens du territoire qui ont été embauchés. Et c'est ça que, quand je dis c'est une mise en perspective, oui, il y a toujours cette perspective. Et il y a quelques temps, à cette même place, j'avais Benoît Paru, qui venait me présenter ses produits logements, mais qui est aussi maire de Châlons-en-Champagne. Et à un moment dans la discussion, il me dit « T'as combien de taux de chômage ici ?» Bon, je lui dis 18%. Ah, il me dit « J'en rêve. » Je dis « Pourquoi t'en rêves ?»« T'en as combien ?»« J'en ai 9%. » Je dis, pourquoi tu en aurais 18 ? Il dit, parce que moi je sais comment ça va se passer. Dans 5 ans, j'en aurai plus que 5 et dans 10 ans, j'en aurai plus que 2. Toute ma population active s'en va. Et j'aurais besoin simplement de quelques enseignants pour mes 3-4 écoles et puis quelques personnels pour mes... Ils sont dans une situation de déclin. C'est des territoires qui sont dans un déclin économique terrible, démographique. Et donc, avec aucune perspective. Ce qui fait la force de ce territoire, ce qui en fait aussi, bien sûr, ses contradictions, pour en revenir aux effets contradictoires de Morin, c'est qu'on est sur un territoire dynamique, avec une population qui vit pas forcément bien, parce qu'ils ont des difficultés de boulot, de logement, etc. Mais il y a cette idée que si ce n'est pas pour nous, ça peut être pour nos enfants. Et c'était ça qui avait aussi été déterminant dans l'arrivée du Stade de France. C'est que pour la première fois, les gens arrêtaient de regarder le bout de leurs chaussures. Moi, j'ai toujours en tête cette histoire, je l'ai racontée je ne sais combien de fois. Avant la décision du Stade de France, autour du mois d'avril-mai, on faisait une réunion de l'autre côté du canal, dans le quartier pavillonnaire du Bel Air. Il y avait à peu près 200 personnes, c'est une rencontre bourgeois voisins qu'on avait instituée. Et là, j'avais 200 personnes un peu en colère. Et en gros, les sujets qui arrivaient, c'était la crotte de chien, la seringue et le trottoir défoncé. Voilà. En gros, ce qu'ils voyaient au bout de leurs chaussures. Décision du Stade de France, à peine 6 mois après, on retourne présenter dans tous les quartiers de la ville la maquette avec un ballon de foot pour montrer où ça allait s'installer. On retourne dans la même école, avec à peu près les mêmes personnes. Je ne suis pas certain qu'on était plus performants sur les questions du quotidien, sauf que les gens ne regardaient plus leur bout de chaussures. Ils relevaient le nez et ils se transposaient et dans l'espace et dans le temps. Qu'est-ce que ça va faire pour nos enfants? Est-ce qu'on va pouvoir trouver du boulot? Qu'est-ce que ça va faire en termes de développement urbain? Est-ce qu'on aura effectivement un pont qui traversera le canal pour se rendre au Stade de France? Tout ça génère une sorte de dynamique personnelle, au-delà de la dynamique collective que l'on peut créer. Et au-delà de ça, quelle que soit sa situation personnelle, on a un sentiment de fierté. La grande leçon que j'ai tirée de cette histoire du stade, c'est qu'en l'implantant ici, on redonnait aux gens une dignité. Ils étaient dignes d'accueillir un équipement à vocation internationale. Jusqu'à présent, la banlieue, c'était, Jacques Ralite disait, les communs ou les commodités de Paris. On y mettait ce qu'on ne voulait pas à Paris. Et là, pour une fois, on y mettait quelque chose dont Paris aurait été très fier d'accueillir. Et c'était chez nous. Moi, j'ai souvenir, j'avais 2 de mes mômes qui étaient à l'école, dans l'école de leur mère, à la limite de Pantin et de Paris, l'école des Cheminées, donc d'aller les chercher à la sortie de l'école, un samedi, juste après la décision du stade.
Et être interpellé par un père d'élève que je connaissais qui me dit « Ah, ça y est, hein, le stade, on l'a ». Bah, je dis « Oui, on l'a. Enfin, t'habites à Pantin ?» Ah, non, 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 bien sûr, mais c'est la banlieue. Et donc, au-delà de notre territoire, ça avait aussi un impact pour ces gens de banlieue qui considéraient que, pour une fois, ils étaient bien traités. Ça m'amène à ma deuxième, on va partir sur plutôt peut-être des dimensions plus politiques. Vous avez conduit un peu ce travail, cette épopée d'une certaine manière pendant 30 ans sur ce territoire relativement seul. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Comment comprenez-vous que finalement, vous étiez membre du Parti communiste, vous aviez de nombreux maires avec lesquels vous auriez pu travailler, construire une stratégie à la même époque, se construisait la métropole du Grand Paris. Pourquoi, à votre avis, il n'y a pas eu en région parisienne de réflexion sur la transformation de la banlieue, sa place, alors de la banlieue ou des banlieues, enfin des multicentralités comme vous l'avez prôné à l'époque quand on réfléchissait au Grand Paris, de ne pas dire que c'était le Grand Paris, mais un territoire avec plusieurs centralités. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? D'abord, est-ce que vous en avez souffert? Est-ce que vous l'avez regretté? Non, mais vous riez. Je souffre de rien. D'accord. Vous avez fait contre fortune bon cœur. Comment vous avez vécu le fait que cette banlieue rouge, finalement, était une somme de petits espaces? D'archipels, absolument. Comment vous avez ressenti ça? En fait, moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question dans ces termes-là. On a essayé de convaincre. Alors d'abord, moi, j'ai jamais été seul. Au sein de l'équipe municipale, ça a été quelque chose de porté très très fort, ça. Et par Didier Paillard ensuite comme maire, mais même avant, on avait toute une équipe qui croyait très très fort à ce projet. Et quand on fait la communauté d'agglomération, c'est pareil, c'est un projet vraiment partagé sur la base de cette charte d'aménagement et de développement que nous avions élaborée ensemble. Ensuite, c'est vrai moi j'ai toujours été surpris de voir qu'on n'avait pas fait de petits. Et qu'on aurait très bien pu. Moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec François Asensi à Tremblay, au moment où d'ailleurs l'ensemble des villes autour de Tremblay étaient à gauche. Il y avait Villepinte, il y avait Sevron, il y avait Aulnay, il y avait le Blanc-Ménil. Et il lui avoir dit, mais il y avait aussi Clichy, Montfermeil. Il lui avoir dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme nous? Pourquoi tu ne fais pas une communauté d'agglomération? Alors là, je pense qu'il y avait des arrière-pensées on va perdre beaucoup au niveau financier parce qu'il va falloir qu'on partage. C'est vrai que Saint-Denis a partagé avec les autres villes, mais a partagé en étant quand même gagnante. On a multiplié par 6 les capacités d'investissement sur ce territoire en créant la communauté d'agglomération, par 2,7. Et certaines villes ont vu leur capacité multipliée par 6, et celle qui a vu le moins de progrès, c'est Saint-Denis, en même temps multiplié par 1,4. Mais 40% supplémentaires pour une ville de Saint-Denis qui avait déjà beaucoup de capacité d'investissement, ce n'est pas une perte. Voilà. Donc il y a une dynamique territoriale qui profite à tout le monde. Et je pense que François Asensi n'a pas voulu parce qu'il pensait qu'il allait être le grand perdant de cette communauté d'agglo au niveau financier. Mais peut-être pas simplement financier, peut-être aussi il y avait des préoccupations politiques. Oui, c'est ça. Quand je dis politique, c'est-à-dire en fait, il y a quand même dans la tradition communiste une attention à la commune, c'est-à-dire au fait que le territoire communal, c'est le territoire de représentation et de pouvoir des citoyens. On a bien vu les limites de ça. Et je pense que les égoïsmes locaux, les égoïsmes municipaux... Vous pensez que c'est ça le problème, ce qui s'est joué? Oui. Avec cette idée qu'on allait se faire manger ou qu'on pouvait se faire manger. Je me souviens d'avoir eu ces discussions avec Patrick Jarry à Nanterre. Alors c'est vrai qu'il a entouré Godeville de droite. Mais Chevreau, ici, à Épinay, il a entouré Godeville de gauche. Oui, j'entends, mais de toute façon, d'une certaine façon, ce dont on a parlé, ce que vous avez évoqué, ça ne porte pas simplement sur une construction institutionnelle d'un territoire, d'un EPT. C'est-à-dire que l'enjeu, et je disais tout à l'heure que vous avez représenté d'une certaine manière la banlieue rouge et la banlieue populaire, c'était aussi, enfin moi ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas eu de représentation
en dehors d'ici, d'une certaine manière. Voilà, c'est cette question, au fond, d'un projet qui n'avait peut-être pas forcément comme seule traduction l'intercommunalité comme vous l'avez construit à Pleine Commune. Il pouvait y avoir d'autres traductions. Mais par contre, la question de la banlieue dans cette phase de métropolisation et de construction de la métropole du Grand Paris, quel était son projet après la phase industrielle, ça n'a pas été partagé, discuté, ça n'a pas nourri un projet politique. Peut-être qu'on en paye un peu encore. Ah oui, moi je pense qu'on le paye, oui. On a essayé de le porter. Enfin, on a essayé de le porter auprès de ceux qui pouvaient entendre ceci. Après, quand on est... notre force, c'est effectivement d'avoir pu parler d'une même voix à 9 villes, avec pourtant des couleurs politiques différentes, mais sur un projet partagé, sur des objectifs qui sont communs à toutes les villes. Cette idée d'inclusion, de ne pas exclure des populations, elle est partagée ici, comme à Épinay, comme à Pierrefitte, comme à l'île Saint-Denis, et comme dans toutes les autres villes à direction communiste. Et ça a été un vrai débat entre nous. C'est-à-dire que c'est pas un consensus mou sur lequel on est tombé d'accord. C'est bien sûr la volonté de dire ce territoire, il va se requalifier, et en se requalifiant, peut-être pour la première fois, ce territoire ne chassera pas les populations les plus en difficulté. Parce qu'il y a deux solutions quand on regarde ce qui se passe en région Île-de-France. Enfin, il y a deux options. Parce que dans la question que vous me posiez, dire il y a quand même une population, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un paradoxe d'avoir une population ? Mais on la met où cette population ? Si on ne change pas la situation de ces populations, il faut bien qu'elles puissent vivre quelque part. Nous, on revendique que les populations, même les plus en difficulté, des sans-papiers, des Roms, etc., peuvent vivre sur ce territoire. Ils ont le droit à la ville, comme tous. Alors c'est très paradoxal tout ça. Mais c'est réaffirmer que ce droit à la ville pour tous, il est réel, il n'est pas exclusif. Il ne se cantonne pas à ceux qui ont un boulot, qui ont fait des études, etc. Donc on est dans cette tension-là, entre la volonté d'une ville qui se transforme, mais qui se transforme pas simplement pour substituer une population par une autre. On est prêt à accueillir de nouvelles populations. C'est-à-dire quand vous passez de 90 000 à 115 000 habitants comme Saint-Denis, en l'espace de 20 ans, c'est que vous accueillez des populations autres. Mais ces populations autres ne chassent pas les anciennes. Et c'est ça le plus important. Alors après, il y a la greffe. Il faut que la greffe se fasse. Selon les quartiers, elle se fait plus ou moins bien. Moi, j'ai la chance d'habiter place du Front Populaire, là, à la limite de Saint-Denis, d'Aubervilliers et de Paris, du côté Saint-Denis. Et c'est un quartier qui est en train de devenir un vrai quartier. D'abord parce qu'on a attendu des commerces, on sait que les commerces, ça met du temps à venir, mais ça devient un vrai quartier, et un vrai quartier dans sa mixité totale. On a même la chance d'avoir le campus Condorcet à côté. C'est-à-dire qu'on a à la fois la fonction travail, à la fois la fonction étudiante et à la fois la fonction logement dans toutes ses dimensions, du logement en accession, du logement social, etc. Et ça brasse. Et pour moi, c'est ça la réussite d'une ville. C'est de continuer, à accepter que quelqu'un vienne tendre la main à la sortie du métro parce qu'il a besoin de manger. Si on les chasse d'ici, ils iront où ces gens-là ? Si on chasse les populations les plus en difficulté, c'est pour les amener toujours à un périphérique de plus en plus lointain où ils ne pourront pas vivre. Donc c'est ça peut-être la force de ce territoire. En tout cas, c'est peut-être une de ses spécificités dont moi je suis fier et dont je pense d'ailleurs la plupart des élus continuent à être fiers. Il y en a qui disent oui, mais c'est pas possible. Alors, on le voit bien dans le climat politique actuel. On est avant des municipales. La mairie sortante est attaquée à sa droite par il y en a marre, on fait trop de social, et à sa gauche par oui, c'est une ville qu'on livre aux promoteurs. Voilà. C'est ni l'un ni l'autre. C'est oui, les plus pauvres ont encore leur place dans cette ville.
Et puis non, les promoteurs, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les promoteurs, ils sont obligés de s'aligner sur les prix de sortie qu'on leur a imposés. Il y a des chartes de nouvelles constructions avec des engagements très, très drastiques sur les questions énergétiques, climatiques, environnementaux, de lumière, etc. Donc, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Et la réalité, elle est là, dans cet équilibre entre, oui, faire en sorte que le monde de l'entreprise trouve sa place. Moi, je suis de plus en plus partisan du PPPPP. Allez-y. Du projet partenariat public-privé-population. Et ce n'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée qui vient dans le cadre de la préparation d'Habitat 3. On a une organisation qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis, qui regroupe les milliers de villes à travers le monde. Et CGLU avait été sollicité pour préparer Habitat 3 qui s'est tenu à Quito en 2016. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers. J'avais été jusqu'à Nairobi, Barcelone, Mexico pour travailler avec d'autres élus sur ces questions. Et notre objectif, c'était de faire en sorte que de Habitat 3, qui je rappelle, c'est passé 20 ans après Habitat 2, qui avait eu lieu à Istanbul, et qui avait reconnu le rôle des villes dans l'initiative de l'ONU. Voilà, c'est de l'ONU, ONU Habitat. Et donc, on avait planché, et notre objectif, c'était de faire en sorte que le droit à la ville soit une des conclusions du texte final d'Habitat 3. Et on avait donc planché avec plusieurs élus, dont une maire de Mauritanie, Fatimatou. Et lorsqu'on avait rendu compte de notre travail devant les États membres à l'ONU à New York en mai 2016, elle avait dit, moi je suis pour le PPPP. Alors, elle n'avait pas mis projet, mais le partenariat public-privé-population. Et je l'ai repris parce que c'est exactement ça dont on a besoin. Parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire sur nos villes et sur les grandes métropoles. Si on n'a pas un projet partagé entre la puissance financière, le privé, la puissance publique, à condition qu'elle ne devienne pas puissance publique. Oui, ce que j'allais vous dire, il faut qu'elle ait d'apports. Et la population, voilà. Les PPP, pour l'instant, on peut dire et la population, il va bien falloir qu'on pense la ville avec l'ensemble de ses acteurs. Sinon, ce qui nous pend au nez, c'est ce que décrit David Harvey, c'est-à-dire d'un côté des gated community, où on a des écoles privées, des cours de tennis, de la police privée, et de l'autre, des bidonvilles, des quartiers en difficulté, des quartiers déshérités, etc. Et ça, c'est la mort de la ville. Pourquoi vous vous arrêtez ? Ah, c'est une bonne question. Je m'arrête non pas parce que je suis fatigué. Non, je me lève tous les matins de très bonne heure et je suis là entre 7h30 et 8h dans mon bureau. Je fais encore 1 ou 2 marathons par an, donc voilà. Physiquement, ça va. Intellectuellement, j'ai l'impression de ne pas trop dérailler. Enfin, en tout cas, je dis à mes collaborateurs que si jamais ils s'en rendent compte, qu'ils me le fassent savoir. Et puis, c'est pas parce que je manque de projets ou d'ambition par rapport à ce territoire. Non, c'est parce que j'ai fait une proposition à Laurent Russier et à Didier Paillard il y a maintenant 10 mois, et n'ayant pas eu de réponse avant les vacances de Noël. C'était le dernier moment où je leur avais dit que j'attendrais. N'ayant pas eu de réponse, ça vaut réponse. Et donc j'ai décidé de prendre mon destin en main et c'est moi qui décide de m'arrêter. D'accord. Et politiquement, vous êtes où ? Politiquement, je suis toujours au même endroit. J'ai quitté le parti après 37 ans et demi, donc j'avais le droit à ma retraite à l'époque. J'ai adhéré au Parti communiste en 72 et j'ai quitté en 2009. Et je l'ai réintégré en 2017. J'ai repris ma carte au parti en 2017 pour dire non à Mélenchon. Vous avez repris votre carte pour dire non à Mélenchon ? Oh, c'est bizarre ça. Oui, pour dire qu'il n'était pas tout seul dans le paysage politique de la gauche et qu'il y en avait marre qui... C'est pour ça que vous avez appelé à voter Macron ? J'ai appelé à voter Macron. D'abord, je n'ai pas appelé à voter Macron, j'ai dit que je voterais Macron, ce qui n'est pas la même chose. Je n'ai jamais dit aux autres de le faire. Moi, je dis ce que j'allais faire. Et je l'ai fait pour éviter et Fillon, et Le Pen, et Mélenchon. Et ça, je ne le regrette pas. Ensuite, 6 mois après, j'ai fait un autre texte qu'on oublie, qui pourtant paru aussi, de la même façon dans Le Monde, où j'ai dit, 6 mois après, je suis très déçu.
Et dans la tribune que j'avais faite pour dire que je votais Macron, il y avait toute la fin de cette tribune qui était très claire. Je disais qu'il fallait qu'on prévoie peut-être qu'il n'allait pas réussir dans ce qu'il voulait entreprendre et qu'on portait une responsabilité si la gauche ne créait pas les conditions de ne pas reproduire en 2022 ce qui s'était passé en 2017. Dans la tribune que j'ai faite au mois d'août, je disais qu'il était urgent que l'on crée les conditions pour un rassemblement de gauche alternative crédible qui permettent de ne pas se retrouver dans cette même situation. Aujourd'hui, je pourrais faire une tribune en disant qu'il y a plus qu'urgence, il y a le feu pour que l'on puisse effectivement créer les conditions pour qu'on ne se retrouve pas dans un deuxième tour Macron-Le Pen mortifère. Donc voilà ce que j'ai toujours affirmé. Je reste un homme de gauche attaché profondément aux valeurs humanistes et de progrès social, dans toutes ces dimensions. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a un repli quand même, très très fort des forces de gauche sur le local. Les questions internationales se posent de moins en moins, on n'a plus de regard sur ce qui se passe ailleurs. Et on devient presque des gestionnaires. Je ne suis pas loin de penser comme Hannah Arendt quand elle disait que la politique était en train de disparaître et faisait place à des gestionnaires qui n'avaient pas de vision, de mise en perspective. Et c'est ça la politique pour moi, c'est faire en sorte de mettre les gens dans une perspective, dans un avenir. Dans les vœux que je vais prononcer dans quelques jours, à la fois à Pleine Commune Promotion et donc avec que des chefs d'entreprise, des promoteurs, des investisseurs, et le lendemain devant le personnel de Pleine Commune, et ça sera le même discours. Parce que c'est ça aussi la force de la politique, c'est de pouvoir dire les mêmes choses à des gens très différents, de ne pas être dans la flatterie ou faire plaisir et tenir un discours devant des promoteurs et un autre discours devant des gens qui ont le balai tous les matins. Et je vais leur dire ça. Et je vais finir par un texte d'Ariane Mouchkine qu'elle avait fait pendant ses vœux de 2014, où elle disait qu'il y avait un vrai chantier qui était devant nous, et ce chantier, il fallait le faire avec nos enfants, et qu'il y avait plein d'espoir à faire partager. Donc il ne faut pas dramatiser la situation. Cette situation, elle est très grave, sur le plan international, sur le plan national, y compris sur le plan local, là où il y a des gens en difficulté. Mais c'est plein de perspectives, il faut les mettre en musique, ces perspectives. Vous êtes un lecteur, Patrick. Est-ce que vous avez un livre qui, voilà, à l'issue de notre discussion, un livre que vous aimeriez partager? En dire un seul que j'ai lu il y a très peu de temps, c'est Âme brisée, dont l'auteur m'échappe puisque c'est un nom japonais, mais pourtant c'est un franco-japonais, il est écrit en français. Très belle histoire. C'est l'histoire d'un violon cassé. Et l'âme de ce violon a été brisée, mais les personnages, eux, n'ont pas été brisés pour autant et ils se reconstruisent autour de ce violon. On lira ça. Merci. Merci à vous.